Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 24 heures au cœur. C'est le 3e, il y en aura 5 bien évidemment, comme les 5 jours du début de la semaine des 24 heures du Mans. Aujourd'hui, 14 sujets, 14 reportages, 14 chroniques différentes dans cette émission, dont, vous l'avez entendu, un rendez-vous important en direct tout à l'heure à 20h avec Bruno Palmé et les résultats de la séance d'essai qui se déroule en ce moment même. On va parler de choses très intéressante puisque j'ai beaucoup d'invités autour de cette table, vous les découvrirez dans un instant. Mais en termes de sujets, on retrouvera quelques pilotes sartois comme chaque jour. On ira visiter un musée qui n'est ouvert que d'une manière un peu éphémère ou une fois de temps en temps pour être plus précis. Un musée qui vient d'ouvrir en Sarthe, automobile bien évidemment, et qui est tout à fait original. On ira faire un tour du côté des salles de réception de l'ACO pour ses membres, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore ce soir ? En bord de piste, on va sur les Hunaudières avec Bruno Van Lestic et Hervé Guyomard. Et puis, vous découvrirez en fin d'émission une vieille moto, une vieille voiture. Ce sera évidemment passionnant comme d'habitude. Attention, je vous présente les invités dans quelques secondes. Au nombre de 4, pour être précis, un président, Hubert Riolon, bonjour. Bonjour. Du comité de sauvegarde du Grand Prix 1906. Eh bien voilà, le Grand Prix de 1906. Le mot est lâché, c'est l'origine de tout en sport automobile. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. À vos côtés, le petit-fils d'un de ceux qui a participé au Grand Prix de 1906, Denis Barras, bonjour. Merci, bonjour à vous. Votre grand-père s'appelait ? Paul Barras. Paul Barras. Et il a fait des choses extraordinaires, vous nous le raconterez tout à l'heure. Je voudrais vous présenter l'historien, en quelque sorte, du Grand Prix de 1906 en ce moment, on peut dire ça ? On peut dire ça. D'accord. Et alors vous appelez Patrick Kiennet. Kien. Kien, d'accord. Merci. Vous avez raison de corriger. Enfin, Michel Janvier viendra nous raconter l'histoire des totems, pourquoi on les a créés, puis comment ils sont constitués, et puis à travers celui de ma commune, normalement celle de Champagné, où j'habite. Oui, et qui va sortir de terre bientôt, c'est ça ? Ah, qui est déjà sorti depuis le 2020, mais qui n'est pas encore inauguré. Mais c'est ça, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc qui manquait. Bon, allez, donc le Grand Prix de 1906, je disais, c'est un peu l'origine de tout, c'est l'origine des Grands Prix de Formule 1, et puis on dit aussi que s'il n'avait pas eu lieu, les 24 heures n'auraient pas eu lieu non plus. C'est exact, c'était la première course au monde en circuit fermé, qui a été faite par Georges Durand, qui est aussi l'instigateur des 24 heures du Mans. Et donc, ce circuit qui faisait 103 km 180 était un triangle en partant de Montfort-le-Génois maintenant, rejoint de Saint-Calais, La Ferté-Bernard et retour à Montfort-le-Génois. Alors vous avez décidé, il y a quelques années, de créer un comité de sauvegarde parce qu'en fait, il était passé un peu dans l'oubli. Alors c'est vrai qu'en 2006, il y a eu le centenaire qui a été fêté d'une manière importante, mais moi qui suis un vieux Sartois, hélas déjà maintenant, c'est vrai que jeune, on n'en entendait pas parler. Grâce à Alain Clément, qui malheureusement est disparu, et puis une dizaine de bénévoles, donc on a fait une association. Et donc, avec l'aide du conseil départemental de la Sarthe, du pays du Perche sartois, l'Automobile Club de la Séoul, donc il a été créé des totems et des lieux de mémoire. Alors, les totems dont vous parliez, Michel Janvier, il y a un instant, il y en a combien ? Alors, il y en a 13, d'un côté, sur 13 communes, avec Vilaine-Lagonais en dernière. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces totems ? Alors, il y a deux faces. Il y a une face écrit en français, traduit en français, donc, et l'autre en anglais, avec des iconographies correspondant à des passages, lieux de passage des voitures dans la commune présente. Et ça incite chaque visiteur du totem à aller se déplacer à la commune suivante pour faire le tour à son tour, quoi. Le parcours complet, voilà. Qui fait donc 100, combien vous dites ? 103 km 180.
Et on peut presque faire le tour, pas tout à fait. Il y a des allées qui sont en propriété privée, hein, je crois. Non, c'est surtout qu'il y a des ronds-points maintenant. Bien, bon, allez, on y reviendra tout à l'heure. Vous nous expliquerez ce que vous mettez en place, ou vos projets, etc., etc. Pour l'instant, je vous propose de voir de quelle manière on traite les 24 heures à la télévision, ou plus précisément, les moyens qui sont mis en œuvre. C'est absolument colossal. Vous allez comprendre pourquoi, grâce à Bruno Palmé qui a rencontré les gens du TV Compound. Avec Alexis Hulin, qui est le directeur de production d'AMP Visual TV. Nous sommes dans l'enceinte du circuit, et du circuit Bugatti qui plus est, avec, on peut le dire, un campement ici éphémère, mais énorme. Bonjour. Bonjour, oui, éphémère et énorme, c'est exactement le cas de le dire. On est sur les S bleus, plus précisément du tracé du Bugatti, qui est la piste fermée du Mans. Et donc on installe, dans le cadre des 24 heures du Mans, le TV Compound sur cette partie-là. C'est près de 150 porte-à-cabines, c'est près de 300 personnes qui vont venir travailler que pour l'ACO, donc la production et les gens qui font les moyens techniques. Donc c'est un partage entre l'ACO TV, qui est la société missionnée par l'ACO pour organiser la production, et AMP Visual TV, qui est le prestataire technique qui fournit l'ensemble des moyens techniques et des caméramans, de tous ceux qui travaillent sous tutelle du réalisateur. Alors Alexis, en plus AMP Visual est une équipe ligérienne, une entreprise fondée dans les années 80. C'est votre plus gros événement, on peut dire, sur l'année? C'est le tournage qui représente le plus gros rassemblement de techniciens déjà, sur un seul lieu, sur une durée aussi longue, en mondiovision, et surtout l'ensemble de nos technologies qui sont regroupées. On est en charge de la production du car régie, mais aussi tous les moyens de transmission à chef, de tout ce qui est partie digitale, de toute la partie distribution pour les teams dans les villas, dans leurs hospitalités, dans leur garage, via un système IPTV. Donc c'est une opération qui regroupe tout notre savoir-faire après 19 années de collaboration pour la CO. Alors en quelques chiffres, c'est combien de caméras déployées par exemple sur le circuit pendant toute la semaine, on va dire? Le jour de la course, le samedi-dimanche, on est à plus de 105 entrées, caméras ralenties, caméras autour de la piste, caméras dans les stands, caméras à chef, caméras hélicoptère, caméras incrustées dans un vibreur. On a déployé depuis maintenant 10 jours. Ça veut dire que vous mettez tous les moyens en œuvre pour que les techniciens puissent travailler dans des conditions relativement confortables pendant cette semaine ô combien difficile? L'endurance, c'est quelque chose pour les pilotes, c'est l'endurance, mais aussi pour nous, c'est une vraie endurance. On va produire plus de 30 heures non-stop. On commence le samedi matin à 9h pour finir à la fin de la course à 17h sans interruption. Donc oui, il est important de mettre en œuvre un système qui va être facile à exploiter, toujours en prenant conscience et le soin de l'humain, et ça c'est une chose très importante. Comme pour les pilotes et les techniciens, votre principale angoisse c'est la météo? On doit s'adapter aux conditions, mais c'est sûr qu'un 24 heures du Mans sous le soleil, c'est toujours plus agréable que sous la pluie. Nous sommes dans une pièce qui s'appelle le Nodal, dont va nous parler Gaël Giraudet justement. Bonjour, qu'est-ce qu'on y fait ici? C'est un peu une chaîne d'aiguillage en fait, on vient faire aiguiller tous les signaux qui arrivent et qui repartent vers les différents prestataires qui ont besoin d'audio, de vidéo, de réseau, de plein de choses différentes en fait. Alors là on est quelques jours avant le début de la course, qu'est-ce que vous préparez? Il y a toute cette pièce à mettre en place, mais il y a aussi énormément de matériel à mettre sur le terrain pour que on puisse récupérer tous les signaux qui proviennent du terrain, les caméras, des antennes qui nous permettent de récupérer des gens qui peuvent se parler ensemble. Alors Gaël, vous avez une autre spécificité, c'est que vous êtes sartois, vous êtes qui plus est le fils de Gérard Giraudet, qui a été le cofondateur de Le Mans TV. Est-ce que c'est un avantage d'être sartois quand on travaille sur le circuit des 24 heures? Le réel avantage vraiment c'est de pouvoir dormir à la maison toute la semaine en fait, parce que toute l'année je suis énormément en déplacement, donc ça me permet d'être un peu plus souvent avec la famille, même si on passe énormément de temps ici sur le site, mais voilà, ça permet de profiter de la ville on va dire. On retrouve maintenant Rodolphe Paco qui est la responsable de l'ingénierie ici dans la bulle on va dire d'AMP Visual TV. Christophe, bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi d'abord consiste votre rôle? Alors ici nous fabriquons un nodal en une semaine pour collecter l'ensemble des signaux qui vont être accordés, y compris les caméras et les caméras on-board. On va les assembler, on va les embedder avec du son pour les redonner aux repreneurs pour que ça parte autour du monde entier. On le voit sur les images qui sont en arrière-plan. Là, on a pas toutes les caméras parce qu'on sait qu'il y en a plus d'une centaine qui sont mises en service sur le circuit. Mais vous avez des retours? Ça peut paraître étrange, mais il y a 90% des caméras parce que là, vous voyez quelque chose avec 98 vignettes affichées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, c'est l'apparence d'un œil, mais ce n'est pas un œil puisque ça a bien un rôle, une fonction précise.
Alors cette fonction-là, c'est une technologie fibre optique qui nous permet donc de collecter tous les signaux et on peut les distribuer comme ça sur plusieurs kilomètres et mettre un petit peu dans tout le site des points de distribution. Ça fait de nombreuses années également que vous venez aux 24 heures du Mans. C'est une fête aussi pour vous que de participer, même si vous savez que c'est une semaine difficile sur le plan physique. C'est un privilège, on va dire, de venir travailler ici parce qu'on essaye toujours de développer et on essaye de faire avancer tous nos process de fabrication et d'améliorer d'année en année le système. Merci Christophe. Ça a été vaguement évoqué, mais ça n'a pas été complètement dit. Les voitures possèdent également des caméras. Plus précisément, 32 voitures sont équipées de 4 caméras. Depuis hier, des caméras autonomes qui sont alimentées par les voitures elles-mêmes et qui vont fonctionner pendant toute la durée de la course. C'est colossal, je vous l'avais dit. Bon, allez, on découvre 2 pilotes sartois comme chaque jour qui ne participent pas obligatoirement aux 24 heures du Mans, mais qui au moins participent à ce qui se passe autour. Et pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre de Maxime Robin. Lui, il a fait les 24 heures il y a 2 ans avec son frère. Aujourd'hui, il court sur Aston Martin GT3. Pas ici, hélas, pour lui. Malheureusement, on avait un projet avec Aston Martin, Spirit of Le Mans, Valentin Asclot et Eric de Bauer. Malheureusement, ce n'est pas passé. On était premiers sur liste d'attente. Ça fait partie du jeu. On a une équipe qui est jeune, même si elle a été championne dans le Mans Cup l'an dernier. C'était un projet jeune. Donc voilà, maintenant, ils sont en ELMS le reste de la saison. Il n'y a plus qu'à aller chercher le titre et qu'on ait l'invitation pour l'an prochain. Et on y sera l'an prochain. Bon, c'est pas trop dur d'être plutôt spectateur ou acteur d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes investi quand même autour de votre frère. Ouais, c'est ça. On a quand même de quoi s'occuper toute la semaine. On va faire de la communication, les hospitalités et soutenir Arnold à 100%. Mais alors le petit frère, il est super fier. Le pilote, il est un peu dégoûté. mais je reste super fier qu'Arnold fasse le championnat du monde et je le soutiendrai toute la semaine des 24 heures. Alors c'est quoi le programme de Maxime cette année ? Alors le programme de Maxime cette année, c'est du GT World Challenge. Donc j'ai participé au centenaire des 24 heures du Mans et dans 3 semaines j'ai le centenaire des 24 heures de Spa. Donc sur une Aston Martin Vantage GT3 Evo, donc les toutes dernières. On a fait 4e à la première manche de l'Europe et là on a envie de bien faire, d'aller jouer le titre. Donc ça reste un projet motivant à côté en termes de sportifs. Un dernier mot Maxime, un pronostic pour la course dans la catégorie Rennes bien évidemment. À Porsche. Ouais, Porsche pour moi c'est les favoris, ils ont envie d'aller chercher la 20e, ils sont en forme depuis le début de l'année sur tous les fronts, que ce soit en GT ou en hypercar. Je pense que Porsche va être très fort. Il y avait 3 Sartois qui participaient au Ligier European Series au cours de ces derniers jours et notamment dimanche dernier. Eh bien, je vous propose de découvrir le 3e. Il s'appelle Antoine Perrin. On est engagé pour la 2e année de suite en Ligier European Series sur la manche d'ouverture des 24 heures du Mans. Un beau plateau avec des protos, des GT. Nous on roulait comme l'an passé en GT. Une belle journée de course, un beau soleil, bonne séance d'essai libre, bonne qualif et une course qui se termine. Donc déjà terminé c'est cool et en milieu de plateau de la catégorie c'est 2 bonnes nouvelles. Rouler au Mans c'est toujours un mythe, qui plus est dans une GT. Les conditions étaient vraiment parfaites. L'année dernière il y avait beaucoup de safety car, beaucoup de slow zone, cette année beaucoup moins. Donc une course fluide et ça fait plaisir de pouvoir aligner les tours sans être gêné. La voiture c'est donc une Ligier JS2R, c'est une GT avec un moteur Ford qui fait 400 chevaux. C'est vraiment une super voiture à piloter, elle est née pour la course, elle est faite pour ça et donc ça la rend super agréable. On est fidèle à Jean-René depuis des années. On a commencé en Fun Cup avec Jean-René, moi je crois en 2013 à Nogaro et on a fait les 25 heures de Spa et puis pas mal d'autres courses entre temps et puis maintenant Le Mans et puis on espère qu'on pourra aller à Road to Le Mans et puis un jour Le Mans bien sûr, le vrai. Aujourd'hui j'ai pas mal de partenaires qui se sont rencontrés et qui ont envie de faire des choses pour nous donc je pense que l'année prochaine peut être une grande année pour SRP. Les 24 heures du Mans l'année prochaine non, mais Road to Le Mans pourquoi pas. Image et interview d'Amoun Chamsoudine. Petite précision, d'abord c'est Anthony, vous aviez corrigé vous-même, et Anthony est engagé avec Zoche Compétition, qui est une écurie sartoise de Jean-René Dufournou, bien connue.
Voilà, on va redémarrer avec... alors attendez, il faut que voilà, vous arrivez à voir correctement. Avec le plan, il est là, le plan de ce parcours, de ce Grand Prix 1906. Patrick Kienne, c'est un événement colossal. Là, on voyait les moyens qu'on met aujourd'hui pour la télévision. Bon, à l'époque, c'était quasiment l'équivalent, quoi. Hein. C'était l'équivalent. Et puis, en fait, tous les items qu'on retrouve aujourd'hui sur le circuit ont été mis en exergue, inventés à l'époque. En fait, les Parisiens de l'Automobile Club de France ont demandé à toutes les régions de France de faire un circuit sur route fermée et avec des balustrades en bois. Parce que dans les années précédentes, il y avait eu beaucoup d'accidents, dont la mort de Marcel Renault sur un Paris-Madrid. Et le président avait demandé à l'ACF d'éviter les courses sur route ouverte. Et la candidature est arrivée dans la Sarthe, et puis Georges Durand l'a prise en main. Alors Georges Durand, c'était qui ? Georges Durand, c'est un brave homme qui a créé un syndicat d'initiative avec toute une équipe pour défendre la candidature. Donc ça, c'était à Fresnay-sur-Sarthe, hein, je pense. Hein. À Fresnay-sur-Sarthe, tout à fait. Et alors, il savait haranguer les foules, il savait motiver, on va dire. Alors, il savait motiver. En fait, il a fait tout le tour du circuit. Il a informé toutes les villes, tous les villages, tous les hameaux, enfin tous ceux qui traînaient sur le circuit. Il les a vraiment informés. Et il était aidé pour cela par une logistique, comme aujourd'hui. Ça s'appelait La Vie au Grand Air. Un magazine, hein ? Un magazine parisien, qui était envoyé dans toute la France. En fait, ce magazine a fourni une camionnette, un photographe qui prenait des plaques lumière et des reporters, et puis des télégraphes. Donc on n'a rien inventé en termes de communication. On n'a rien inventé. Hein, voilà. On n'a rien inventé. Alors, vous me disiez, je crois que ce Grand Prix, ça avait été quelque chose de colossal. En termes de moyens humains, par exemple, sur les forces de l'ordre, c'était impressionnant. Les forces de l'ordre, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est 4500 policiers pour les Jeux Olympiques. À l'époque, ils avaient mis 8000 hommes de troupes en armes au bord du circuit, un tous les 12 mètres. Et on les retrouve sur les cartes postales, sur les photos. Les hommes de troupes avaient installé à l'époque toutes les tribunes en face le camp d'Auvour, mais avec leurs petits couteaux, ils avaient aussi enlevé la bruyère, parce qu'il y en avait beaucoup du côté de Saint-Marc-la-Bruyère. Mais évidemment. Et ils avaient fait de la place pour les stands, pour les tribunes, mais aussi pour les campings, parce qu'il y a eu 2 campings au moins. Le camping du journal Femina, le camping des féministes parisiennes, habillées tout en blanc, qui sont venues avec leur chef cuisinier, bien sûr, mais aussi avec une nouveauté, la vaisselle de camping. C'est-à-dire des grandes gamelles en aluminium pour la première fois au monde. Bon, on fera une émission spéciale pour que vous nous racontiez la logistique qui a été mise en place, effectivement. Sachez que c'est le comité de sauvegarde qui a édité des fascicules du père Charpoix, qui racontent effectivement toute cette histoire, notamment l'histoire de la compétition. Mais la compétition, on y viendra dans un instant, avec le petit-fils de l'un de ceux qui aurait dû gagner, mais qui n'a pas gagné, tant pis pour lui. C'est comme ça, mais ça nous permet de raconter de belles histoires aujourd'hui. Allez, on continue à découvrir les 24 heures d'aujourd'hui. En l'occurrence, il se passe des choses internationales, les International Business Day, comme chaque année depuis 10, 15, 20 ans, je ne sais pas très bien. Et c'est Bruno Palmet qui est allé se renseigner de ce côté-là. On se retrouve côté court ici dans le paddock avec François Lassalle qui est l'organisateur des journées TechMeet. Bonjour François, alors en quoi ça consiste ? Bonjour, depuis 2008 il y avait la convention d'affaires pour les rendez-vous personnalisés avec des entreprises, de mise en relation d'entreprises qui veulent travailler dans différents secteurs d'activité, acheteurs, fournisseurs. Et on est en train, en parallèle, de faire évoluer la formule avec des rencontres plus techniques, mais orientées sport automobile uniquement, alors que la convention d'affaires est orientée tout secteur d'activité automotive, aéronautique et ferroviaire.
Donc c'est le rendez-vous du business et des innovations, on va dire? Exactement, ce sont des rendez-vous personnalisés de 15-20 minutes, principalement axés sur les innovations, l'international, mais le maître mot, c'est l'innovation, la technique, les nouvelles technologies également, alors que ce soit l'évolution des moteurs thermiques, qui vont encore vivre, à mon avis, un certain nombre d'années, l'électrique, l'hydrogène, combiner les deux, effectivement, c'est cela. Alors en quoi consiste votre travail? C'est de mettre en relation les techniciens, les constructeurs, les entreprises avec l'équipe? Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a des entreprises qui nous adressent des demandes où nous allons rencontrer, chercher des entreprises intéressées par cette démarche et on les met en rapport, on assiste, on participe au rendez-vous avec soit les constructeurs de voitures de course, soit les équipes, les écuries qui sont présentes ici au Mans, mais ça peut être aussi au Nürburgring ou à Spa. Là, on est dans le stand Acodis, l'équipe de Jérôme Polican. Ça veut dire aussi que vous emmenez vos clients visiter le stand. Il y a des rencontres qui se font? Exactement. Il y en a une dans 5 minutes qui est prévue. Jérôme a la gentillesse et son équipe, bien sûr, de nous accueillir. C'est extrêmement important parce que pour des personnes qui, comme vous, comme moi, ne sont pas familières du sport automobile, découvrent un monde et des coulisses que l'on ne connaît pas forcément. Ouais, le but, c'est d'échanger? Le but, c'est d'échanger et lorsqu'il y a des rencontres entre professionnels, c'est surtout de créer du business, de trouver des synergies et puis faire évoluer le secteur automobile et le sport automobile, puisqu'on voit bien les retombées qu'il y a à partir de la course. Vous connaissez le terme de la piste à la route et c'est extrêmement important. Il n'y a pas que des grands noms, il n'y a pas que des grands équipementiers, il y a aussi derrière toute une chaîne, un rang de fournisseurs, des hommes, des femmes qui sont des entreprises de plus petites structures, des PME, des ETI. Et sans elles, rien ne serait possible. Alors avec le recul justement, parce que vous avez l'expérience du monde de l'entreprise, mais aussi du monde de la course, quel est le ressenti justement des gens qui viennent ou qui visitent pour la première fois le circuit et parfois les teams? Alors deux réactions, il y a ceux bien sûr qui sont habitués, comme vous, comme moi, il y a ceux pour qui c'est nouveau, et puis il y a également le public un petit peu plus d'une manière générale, et lui, il ouvre des yeux comme un enfant le 25 au matin au pied du sapin de Noël. Dans un instant, on retourne évidemment sur le circuit, visiter les réceptifs de l'ACO et puis la fan zone. Mais là, on va faire le grand écart. On va aller à Bonnétable. On va se plonger dans l'histoire plutôt récente des voitures et en l'occurrence de Simca. L'envie du musée, ça nous est venu parce qu'on avait constitué quand même une belle collection de voitures qu'on faisait partager en privé à certaines personnes et puis après on exposait lors des bourses, lors de différentes manifestations. Et puis un jour avec mes fils, on s'est posé la question, pourquoi pas l'exposer en plus grand et éventuellement recevoir du public, partager avec des passionnés de la marque éventuellement et après de l'automobile, quoi. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça perdure dans les visites et puis que les gens viennent voir et éventuellement faire un turnover au niveau des voitures, essayer de retrouver des nouvelles idées, essayer de continuer la belle aventure parce que bon, c'est une belle aventure. Je fais ça moi donc avec ma famille, ma femme, j'ai mes 3 enfants qui nous suivent aussi, mes belles-filles, chacun un peu à ses tâches et puis tout le monde a participé aussi au musée, à la mise en place, au nettoyage, aux réparations. Tous les week-ends, on les a passés là, moi la semaine parce que je suis retraité. On y trouve déjà des Simca. On trouve de tout, les Simca, alors certains modèles, parce qu'on n'a pas tous les modèles malheureusement, mais il y a de la déco, il y a des objets. On a réussi de reconstituer un peu l'univers d'un garage d'antan, avec éventuellement l'odeur du pneu, de l'essence, de l'huile. Il faut savoir que c'est des véhicules qui tournent, donc quand on les met en route, ça sent l'essence, et quand on les rentre, ils sentent le chaud un petit peu, et donc ça donne un peu cet univers garage. On a l'impression qu'on vient chercher sa voiture il y a 30 ou 40 ans, quoi. C'est un accueil, on a recréé de façon que ça soit
propre pour les gens. On refait un univers sympathique avec des affiches, avec des petites pancartes, tout ça, les sièges. On a une banquette de 1300, bon, bah, les gens peuvent s'asseoir dedans, donc ils voient éventuellement ce que ça fait. Après, à l'accueil, on a des sièges de 1308 GT, voilà, donc qui étaient sur les 1307S aussi. Et bon, bah, je sais que ça plaît parce que bah, les gens s'assoient dessus et c'est confortable, quoi. Et puis c'est original. Après, on a fait une partie miniature avec un moteur reconstitué aussi qui est fonctionnel. Et puis bah, après, on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire carrément l'exposition des véhicules. À peu près une trentaine. Il y a un sens chronologique puisqu'en fait, c'est une visite commentée et guidée. Donc on vous explique la marque donc du début Fiat, Fiat Simca, jusqu'à après donc Simca, Chrysler et Talbot, jusqu'à la fin. Donc avec les différents modèles, on essaye d'expliquer comme là les Arondes, la Simca 9, la Simca 8 au tout début, l'Air Chrysler aussi, donc les 1100. On a quelques raretés, mais ça faut venir les voir. Faut venir les voir. On a refait un petit atelier de mécanique d'antan avec de l'outillage qu'on avait acheté dans les différentes bourses et puis qu'on nous a fait quelques dons aussi. Et puis donc une partie mécanique, une partie carrosserie, bon, qui n'est pas tout à fait finie mais qu'on va aboutir après. Un espace camping aussi vintage avec une déco de caravane, une voiture. Quand on finit la marque Simca, il y a une surprise, mais ça, bon, ça reste secret. C'est une visite minimum, c'est 1h30 à 2h. C'est commenté et guidé. On constitue des groupes d'une trentaine de personnes, mais c'est sur réservation. Notre père nous a transmis la passion de la mécanique. Donc voilà, on avait bricolé avec lui dans le garage, enfin voilà, sur d'autres véhicules. Et après, quand il a racheté sa Simca 1501, parce qu'en fait on l'avait poussé avec mes frangins à racheter ce véhicule-là, parce que nous, il nous plaisait. Et du coup, il nous a rappris aussi l'histoire de la marque Simca, parce que moi et mes frères, on n'a pas connu cette période-là. Il nous a rappris aussi à connaître différents modèles. Et moi et mes frangins, on a tous fait des apprentissages. Nos premiers sous d'apprentis nous ont permis en fait d'acquérir du coup des véhicules, des pièces détachées, enfin voilà, de la déco, etc. C'est comme ça qu'on s'est constitué notre collection familiale. Premier véhicule, moi je l'ai racheté, j'avais à peine 18 ans. C'est une Simca 1301 spéciale de 74 que je possède toujours parce qu'en fait, on n'achète pas pour revendre. En fait, si ça rentre dans la collection, c'est à vie. On part du principe que quand on parle de restauration de véhicules, il faut montrer aussi des fois les étapes. Aussi bien le véhicule sorti de grange, le véhicule qui est resté dans son jus, mais des fois on le laisse volontairement dans son jus parce qu'il a une belle patine par rapport au temps qui a passé. Et certains véhicules qu'on a restaurés du coup intégralement par nous-mêmes. On va parler de deux modèles emblématiques de la marque Simca que beaucoup de gens ont connu, surtout une je dirais. Donc on va parler de la première, donc une Simca 8 de 1950. C'est vraiment les premières Simca, parce qu'en fait c'était donc des bases de Fiat, donc c'était des Simca sous licence Fiat. Et après d'un autre modèle, donc la Simca Matra Bagheera. La Simca 8, elle est de 1950, en sachant que les premières Simca 8 sont sorties en 1938. La particularité de la Simca 8, c'est le moteur 4 cylindres, c'est une 12 volts à frein hydraulique, déjà quand même pour l'époque. Et surtout, la particularité, c'est les fameuses portes antagonistes qui s'ouvrent du coup à contresens et sans montant central. Les femmes portaient toutes des robes à cette époque-là. Donc pour permettre l'accès au véhicule, c'était quand même plus aisé pour elles. Quand j'ai acheté ce véhicule-là, en fait, il y a 2 ans, donc on l'a trouvé dans la Sarthe, en fait, on l'a trouvé à côté de Saint-Calais. Et le monsieur, en fait, l'a vendu parce qu'en fait, il s'attendait à un véhicule un peu plus sportif, sauf que bon, ce n'est pas un véhicule à vocation sportive. On l'a acheté en carrosserie, elle était suffisamment propre. Par contre, au point de vue mécanique, elle était délabrée parce que bon, la boîte de vitesse était cassée, les freins étaient à refaire, enfin là, il y avait plein de choses à remettre en état. Donc là, du coup, on s'est attelé dessus l'année dernière. On a tout refait voilà, de A à Z au point de vue des freins, roulement, le pont, boîte de vitesse. La particularité de la Matra Simca Bagheera, c'est le remplacement de la Matra 530. Et Matra décide de collaborer du coup avec Simca pour greffer en fait la partie mécanique dans le véhicule que Matra en fait veut sortir. Et donc ils sortent en fait le coupé 3 places de front, ce qui fait vraiment la particularité de la Bagheera, avec un moteur central transversal arrière et avec les phares paupières du coup, le compteur vert, enfin qui faisait un petit peu univers un peu Star Trek un petit peu de l'époque là. C'est ce qui fait l'originalité de la Bagheera. Elle me plaît par rapport au style, parce que quand on voit que c'est un véhicule qui a plus de 50 ans aujourd'hui, et reste quand même très moderne malgré tout. Moi j'aime l'esprit Matra en fait, qui était vraiment hors du commun et original pour l'époque. Ils n'ont rien fait comme les autres. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'ils ont pensé à l'époque, on le retrouve aujourd'hui dans les nouveaux véhicules. Et puis en plus, la Bagheera, il faut se rappeler qu'elle a une histoire avec Le Mans. Matra a couru donc 3 fois aux 24 heures du Mans, où ils ont remporté les courses. Et la Matra Bagheera a été montrée du coup en avant-première, avant son lancement, sur le circuit du Mans, avant la 2e victoire que Matra a remportée. Ma voiture préférée dans le musée,
Ça reste ma 1300 spéciale, puisque bon, ça a été ma première du coup que j'ai achetée. Donc celle-là, voilà, elle reste chère à mon cœur. Ça a été le début de l'aventure. Je vous invite évidemment à prendre rendez-vous, ça vaut vraiment le coup de le visiter, ce musée. Alors ça peut être des tout petits groupes, hein, donc vous pouvez y aller à quelques-uns seulement, mais il faut prendre rendez-vous. Avant, c'est plein de surprises, c'est très très chouette. On parle Grand Prix 1906 avec les membres du comité de sauvegarde et notamment un jeune membre, Denis Barras. Vous êtes membre depuis combien de temps? Depuis le mois de décembre 2023. Oui, c'est assez récent quand même en fait. C'est récent, oui. Bon, et pourtant vous auriez pu l'être depuis l'origine, puisque on rappelle que vous êtes le petit-fils d'un de ceux qui a couru le Grand Prix. Ah oui, tout à fait, oui. Et alors, un homme étonnant, votre grand-père, Paul Barras. Oui. Pas facile, mais étonnant, oui. D'abord cycliste. Oui, d'abord cycliste, malgré qu'il avait de l'asthme. Il a été champion de France. C'était l'époque où on courait sur vélodrome. Et puis il a eu une chute, donc il est passé aux véhicules motorisés, moto, tricycle, quadracycle. Et il y a une petite anecdote amusante, parce que les courses à cette époque-là se faisaient de ville en ville. Il était du Nord, il a fait la course Paris-Roubaix. La famille l'attendait sur le pas de la porte à Arras, ils ne l'ont pas vu passer. Il est arrivé à Roubaix, le vélodrome n'était pas ouvert. Alors, il était en avance sur tout le monde, lui. Oui, il avait 1h30 d'avance. Ah, waouh. Et quand même, c'était à 75 km/h de moyenne. Hein. Alors, cela dit, il aimait la vitesse d'une manière générale, parce qu'en voiture, il a été pilote d'essai, on va dire, chez Darracq, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Après la moto, il est rentré chez Darracq comme pilote, comme essayeur de voiture, puis pilote de course. Et là, il a battu tous les records aussi. Il passait son temps un peu à battre des records, le kilomètre arrêté, le kilomètre lancé, le mile arrêté, le mile lancé. Et en 1904, il a eu le record du monde à Ostende sur Darracq, 100 chevaux, à la vitesse de 168 km/h, ce qui est quand même incroyable qu'à cette époque-là... Alors les Darracq étaient des voitures extraordinaires. On en a vu une justement au centenaire du Grand Prix 1906 qui, j'allais dire, battait tout le monde. Elle était la première à entraîner l'ensemble des autres voitures, donc en 2006, c'est-à-dire 100 ans après. C'est assez fabuleux. Cela dit, c'est pas sur une Darracq qu'il a couru, lui, le Grand Prix 1906. Non, c'est sur une Brasier. Il a quitté Darracq pour courir sur Brasier. Et là, il y avait 3 Brasiers, dont lui, qui avait le numéro 5A. Et ça ne lui a pas empêché d'être le plus rapide. Il a le record du Tour à 118 km/h. Et il est arrivé 7e parce qu'il n'avait pas un changement de jante aussi performant que Michelin avait breveté. Alors ça, vous le racontez drôlement bien, effectivement, dans ce fascicule. Là, sacré travail, effectivement. Je crois qu'il a arrêté de courir très, très vite après. Hein. Et ensuite, il a fait le Grand Prix de Dieppe, où il est arrivé 3e, derrière Renault et Fiat, qui avaient été premier et second en 1906. Et le circuit suivant... toutes les Brasiers ont abandonné, alors qu'à l'habitude, et sa femme lui a dit « la récréation est finie, il a eu tellement d'accidents où il s'en est très bien sorti, tu as 2 enfants, on arrête. Hein. » Voilà. Alors des enfants qu'il a eu tard d'ailleurs, parce qu'il avait 36 ans, je crois. Oui, 1905 et 1906. Oui. Voilà. Bon, bref, une belle histoire que vous avez vous-même découverte beaucoup plus tard. En fait, on n'en parlait pas dans la famille particulièrement. Pas tellement. Hein, c'est le fait que une nièce a découvert qu'il y avait un panneau Paul Barras à Brielle-sur-Mérise. Ah oui. Et alors qu'il l'a passé à toute la famille avec le film qui avait été tourné en 1906. Alors là, tout le monde a commencé à bouger un petit peu. On a pris contact avec la mairie de Brielle, avec Martial Soulard, etc. Et voilà. Avec le comité, et qui m'a gentiment proposé d'être un membre de ce comité. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la famille Barras et sur Denis Barras, qui est là,
On a eu l'occasion d'enregistrer une petite séquence il y a quelques temps. Ce sera passé en intégralité bientôt sur LMTV. Il y a d'autres trucs à apprendre sur Citroën, Bertoni, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais pour l'instant, je vous propose d'aller... C'est étonnant d'ailleurs que vous ne soyez pas membre de l'Automobile Club de l'Ouest. C'était plutôt vous l'avez été ou pas? Non, mais je l'ai en... Ah bon, d'accord. Bon, voilà, de découvrir justement comment on reçoit les membres de l'Automobile Club de l'Ouest sur le circuit. Maintenant, je vais vous dévoiler un petit peu des choses auxquelles vous n'avez pas accès, puisque ce sont les membres ACO qui ont accès à ces endroits. J'ai retrouvé Vedi Michael. Bonjour Michael, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors Michael, vous êtes le responsable marketing, c'est ça? Je suis responsable marketing, relations membres à la direction club, oui tout à fait. Alors, l'ACO, il y a 2 endroits qui sont dédiés donc, sur les 24 heures pour les membres de l'ACO. Là, nous sommes à quel endroit? Alors, on est plus spécifiquement au réceptif club Georges Durand, et le deuxième endroit est au réceptif club La Chapelle. Alors faites-nous rêver, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce réceptif? Alors on propose à nos 38 000 membres la possibilité de souscrire une option réceptif club qui est donc scindée à la fois Georges Durand et La Chapelle. Et contre la souscription de ce bouquet, il y a possibilité de vivre la course dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a un espace réceptif qui permet de se détendre, de voir la course sur une butte panoramique privatisée. Et puis également de pouvoir se restaurer à des tarifs préférentiels dans la zone dédiée pour les membres. Formidable, donc là on est sur la terrasse, l'endroit où nous nous trouvons. Il y a des gens qui sont en train justement de se détendre. Derrière nous il y a un mur qui est donc le mur des fans, c'est magnifique. Alors oui, c'est effectivement le mur des fans qu'on a mis en place il y a 3 ans qui permet aux adhérents de pouvoir inscrire leur nom et leur prénom sur ce mur qui regroupe les fans des 24 heures du Mans et qui veulent faire voir effectivement qu'ils sont fans en plus d'être membre de l'ACO, club créateur et organisateur des 24 heures du Mans. Donc ça fait partie du bouquet que vous proposez en fait. À partir du moment où on adhère, on a le droit de mettre son nom sur le mur ou pas du tout? Alors, quand on adhère, on a la possibilité de souscrire une plaque en plus de son adhésion. Déjà, l'adhésion, c'est une chose, et le réceptif, ça en est une autre, et le mur des fans, c'est également une autre possibilité d'avoir des services supplémentaires. Alors là, je vois plein de membres qui passent avec des sacs à dos bleus, donc floqués 24 heures. Oui, effectivement, dans le bouquet réceptif club, on offre à nos adhérents un sac à dos qui est spécifique pour les membres ACO, avec à l'intérieur le programme, la liste des engagés, l'affiche. C'est un cadeau qu'on fait à nos adhérents. Il est logoté 24 heures du Mans avec un petit stickage spécifique membre. Et d'ailleurs, quand on se balade dans le village, on voit beaucoup de visiteurs qui se promènent avec ce sac à dos 24 heures et membres ACO parce qu'ils sont membres de l'ACO. Vous les chouchoutez vos membres, d'ailleurs ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Alors à la fin de l'année 2023, on recensait 38 000 adhérents sur le globe, parce qu'on a 80% de nos adhérents qui sont étrangers. 80% en France, 20% à l'étranger, principalement anglais, mais effectivement on a 38 000 membres partout dans le monde. Et alors donc vous, on va à proprement parler de votre rôle. Comment ça se passe une journée avec Michael? Ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir. Il faut effectivement encadrer l'équipe qui accueille les adhérents. Ça représente combien de personnes l'équipe sur ce réceptif? Alors sur ce réceptif, j'ai 5-6 personnes. Au niveau de La Chapelle, on est plus une dizaine de personnes salariées. Et sans compter tous les bénévoles qui nous aident, parce que les bénévoles qui sont en consigne, qui font les visites VIP, etc., ce sont des membres qui sont bénévoles qui nous aident dans le cadre de notre activité. Donc il faut les remercier parce que sans eux, tout ça, évidemment, serait bien plus compliqué. Ils sont nécessaires et indispensables. Bon, bah, c'est formidable. Mais écoutez, merci. On a envie d'aller voir ce qui se passe du côté de La Chapelle. Du coup, vous nous l'avez bien vendu aussi, La Chapelle. J'espère que je vous l'ai bien vendu, mais en tout cas, effectivement, La Chapelle, c'est vraiment le spot le plus exclusif du circuit. C'est le réceptif le plus incroyable. Alors dernière petite question, juste les horaires du réceptif, parce que j'imagine quand même qu'il y a un moment où ça ouvre, un moment où ça ferme. On est ouvert dès 8 h le matin, et sachant qu'on ouvre encore plus tôt le samedi, et on fait une petite coupure de 3 h à 6 h dans la nuit de samedi à dimanche pour remettre les fauteuils en place, pour faire un peu de ménage, etc. Bon, bah, formidable. Merci beaucoup Michael, merci pour toutes ces informations. Merci bien. Je viens d'arriver au deuxième réceptif ACO, on en a parlé tout à l'heure, on est à La Chapelle, je suis avec Mathilde Rebourg qui est la responsable du développement club. Bonjour Mathilde, ça va? Bonjour, ça va, merci. Alors Mathilde, où nous trouvons-nous là? Donc ici nous sommes à La Chapelle comme on venait de le dire. Donc on est sur la partie qui a été agrandie pour cette année par rapport à l'année dernière. Donc on a une surface qu'on a agrandie pour accueillir les membres de façon plus optimum, leur offrir un maximum de confort et pouvoir maximiser leur expérience aux 24 heures du Mans.
Ça c'est fantastique, donc l'écran, il n'y avait pas d'écran, ça n'existait pas, il n'y avait pas tous ces transats, etc. C'est ça? C'est ça, l'année dernière l'écran était plus de l'autre côté et donc là on a agrandi toute cette zone et on a mis un écran un peu plus grand et on a agrandi toute cette zone pour que les gens puissent profiter et amener aussi leurs chaises et accueillir un maximum de monde. Alors on a une petite information qui est quand même très importante, c'est que vous êtes sold out. Oui, tout à fait, on est sold out comme l'année dernière, mais cette année on a été sold out encore plus tôt que l'édition du centenaire. Donc du coup, si on veut devenir membre ACO, on fait comment? Parce que là, pour le coup, l'idée, c'est là, les gens se rendent compte, on leur dévoile finalement quelque chose auquel ils n'ont pas accès. Et donc comment ils peuvent y avoir accès? Alors il faut qu'ils deviennent membres, c'est la première chose. Mais si vous êtes sold out? Ah oui, tout à fait. Bah, du coup, il faudra, quand on devient membre actuellement, on peut déjà acheter les réceptifs 2025 qui sont déjà en vente. Ah oui. Donc il faut s'y prendre pour l'édition prochaine puisque je pense qu'au vu de l'engouement de la prochaine édition, on affichera aussi un sold out. Donc là, du coup, on est sur l'espace cuisine, c'est ça, l'espace restauration? Tout à fait, c'est un des premiers restaurants. C'est le premier, donc ici, avec, ils peuvent commander tout ce qu'ils veulent. Donc et on est sur quel type de nourriture? On est sur, de la nourriture qualitative, on est sur du burger, des choses du quotidien qui plaît à un plus grand nombre. D'accord, donc on n'a pas de cuisine un petit peu exotique ou ce genre de choses, c'est vraiment, on va dire, de la brasserie? Oui, plutôt de la brasserie, des brochettes, des salades de fruits, fromage blanc, des choses comme ça que tout le monde peut apprécier. Et consommer. Alors là, du coup, on a une partie un peu plus chill, on va dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Ici, on avait des écrans précédemment, mais on a voulu les mettre plus en périphérie puisque les gens stationnaient, les gens qui voulaient manger n'avaient pas de place assise. Donc l'idée a été de repenser le réceptif de façon à ce que les gens qui souhaitent consommer puissent s'asseoir et profiter pleinement de leur repas avec le bruit de la piste. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, l'engouement, c'est ça, c'est le fait qu'on ressent presque les vibrations des voitures, même en étant dans ce lieu. Et puis il y a un côté un petit peu, la lampion, tout ça, ça fait un petit peu... guinguette, un peu, voilà, c'est l'été, il y a du soleil, les lampions, on est au plein air, c'est une ambiance sympa, ouais, d'été. C'est l'esprit que vous avez eu envie d'insuffler, puis je vois qu'il y a des photographies, donc ça c'est aussi... c'est pour rappeler le centenaire, c'était une édition on a beaucoup travaillé pour que ce soit réussi, ça l'est, les membres sont contents. Donc c'est pour les immerger un peu plus dans le sport auto, dans les 24 heures du Mans, dans ce qu'on fait, et puis apporter l'atmosphère des 24 heures du Mans jusque dans notre réceptif. Donc dans le réceptif, quand même, le point fort, c'est la vue sur la piste. Hein. Ah oui, sans aucun doute. En plus, c'est quand même à côté d'un événement, enfin d'un lieu mythique. C'est au pied du Dunlop, la passerelle Dunlop qui est mythique. Donc et après, ils ont vu sur tout le S après, donc ça leur permet de voir les voitures au plus près. Ils ont l'impression carrément peut-être de piloter, non? Peut-être, oui, je pense. Au plus près en tout cas, ça c'est sûr. C'est formidable. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à savoir par rapport à ce réceptif qui donnerait envie aux gens justement d'adhérer? Et dans ce réceptif, donc au-delà de ça, on essaye toujours d'upgrader la prestation. Donc comme l'année dernière, on a mis en place des conciergeries, on a agrandi le nombre pour que les gens puissent poser leurs affaires, ne soient pas encombrés pour profiter pleinement du réceptif. Et ils ont toujours la possibilité de charger leur téléphone. Tout est à disposition pour qu'ils puissent passer la journée là en fait. C'est ça, tout à fait. C'est un peu une deuxième maison quoi. C'est le but, c'est qu'ils soient le point de chute, le point de référence pour nos membres pendant toute leur semaine quand ils sont sur le circuit des 24 heures du Mans. Mais écoutez, merci beaucoup Mathilde, super. Je vous en prie, merci, bonne journée. Mathilde Rebourg nous a expliqué tout le dispositif du réceptif ACO, mais là, j'ai un abonné, un membre plutôt. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes membre ACO? Oh, je suis membre depuis 1983. J'ai pris ma première licence à l'ACO pour faire des épreuves sportives. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez tenu, enfin vous restez membre de l'ACO? C'est une manière différente de vivre la course en étant justement dans un réceptif tel que celui-là? Oui, tout d'abord j'ai toujours été dans le milieu associatif. Le sport mécanique m'intéresse beaucoup. Et puis maintenant que je suis jeune retraité, je m'investis au niveau de l'ACO. C'est normal avec tout ce qu'ils nous ont apporté quand on était jeunes. Et alors qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans ce lieu? La convivialité surtout, oui. De se retrouver tous ensemble, de discuter entre nous, un espace très accueillant, voilà. Donc, par exemple, vous pouvez y passer vous une journée complète, c'est-à-dire vous vous dites voilà, je viens, j'arrive le matin tranquillement, je profite de la piste, la vue est super et je peux manger, c'est ça? Oui, mais pas que. Je fais différents endroits, Tertre Rouge, Mulsanne, on essaie de bouger pas mal quand même. Et puis, comme je suis bénévole, je passe quelques heures ici, oui. Alors du coup, il y a deux réceptifs. Il y a La Chapelle et puis on a un autre réceptif ACO. Et donc vous venez spécifiquement dans celui-ci? Alors moi j'ai plusieurs casquettes.
Ici au niveau du réceptif, au niveau de la consigne T17 pour les consignes, les gens qui laissent leurs affaires, et puis un petit peu au club des pilotes. Mais ça va la vie, ça se passe bien chez vous, hein? Ouais, mais c'est des heures, hein. Il faut donner. Chronophage, donc c'est ça que vous dites? Ouais. Mais on est heureux, ça a l'air de vous plaire. Ah oui, totalement. Ouais. Et puis, moi, j'incite tous les membres de la CO à devenir bénévoles, à vivre de l'intérieur la course. C'est énorme. Bon, bah écoutez, vous le vendez bien en tout cas. C'est normal. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On reste avec l'Automobile Club de l'Ouest et plus précisément avec les fan zones. Qui retrouve-t-on sur la fan zone? Aurélien Legendre, bien évidemment, et il s'amuse à faire un pit stop en bon français avec Amanda. Il y a des incontournables 24 heures du Mans et là je suis donc dans un lieu pour faire du pit stop et j'attends quelqu'un mais qui ne vient pas, voilà j'attends, vous avez pas vu Mirza? Non, c'est vous avez pas vu Aurélien Legendre. Bonjour Aurélien, ça va? Salut, ça va bien Amanda? Bah impeccable quand je te vois. Merci de venir encore aujourd'hui aux 24 heures. Qu'est-ce qu'il va encore me faire faire? Un petit pit stop challenge. Tu sais ce que c'est? Oui bon ça va, je suis pas une bécasse non plus, on est au Mans. Je voulais que tu dises non pour qu'on aille voir Clément qui va nous l'expliquer. Ah voilà, bon alors non je ne sais pas Aurélien. Et bah moi non plus, et Clément il va nous l'expliquer. Ah bah allons-y. Allons-y. Salut Clément, comment ça va? Très bien. Ah bah Clément il prend direct le micro lui. Bon. Alors donc Clément, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'un pit stop? Bah comme un arrêt au stand, on change les roues. Quand les pneus sont dégradés pour aller plus vite avec des nouveaux pneus. Ok super, mais encore, c'est-à-dire il y a une technique, comment on fait pour aller vite, pour aller bien? Bah déjà faut être plusieurs, c'est mieux quand même. Nous on est deux. Nous ça fonctionne? Ça peut le faire. Ça le fait ouais. Et du coup bah là le but va être de dévisser l'écrou central pour enlever la roue et en remettre une autre le plus vite possible. Ouais, alors c'est pas gagné, mais bon, moi je vais faire mon maximum, hein, Aurélien, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui vas te... Ah, je suis vraiment contre toi? Non, je suis avec toi? T'es avec moi, on est dans la même team. Ah ouais, bon, on va perdre quoi. Bah cache ta joie. Oui, bah moi j'assume, peut-être qu'on va perdre, mais c'est pas grave, on va le faire. Le principal c'est d'essayer, comme disait Pierre de Coubertin, n'est-ce pas? Oui, très bien, allons-y. Bah donc on y va. Ouais, on y va. Clément, on peut y aller? Clément, je te laisse le micro du coup. Très bien. Tu vas commenter? Il faut que tu commentes pour les téléspectateurs. Voilà, c'est ça, tu vas prendre notre place. De toute façon, tu voulais prendre le micro des mains, donc ça tombe très bien. Donc Clément, je vous présente Clément qui va donc être le nouvel animateur d'LMTV Sarthe. Voilà, c'est à toi, vas-y, je t'en prie. Alors, qu'est-ce qu'on fait Clément? Bon alors, premièrement, il faut prendre la péteuse qui est là, donc le pistolet. Et pourquoi pas le machin là-bas? Voilà, on le prend. Alors il y a un sens vissé, dévissé. Et là, je suis sûr. Dévissé. Et l'autre côté vissé, voilà. Okay. Faut bien mettre à fond pour avoir toute la puissance, pour serrer à la bonne force. Et donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Tu nous mets un chrono? Un chrono? Pas de souci. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top! Mais c'est toi qui t'ai pas aidé, je t'ai tellement pas aidé. Je m'en fous, j'assume. $19.83. Oh là là, et c'est quoi le record? À 2, je dirais 4 secondes. Bon, ça va Clément, refile-moi mon micro, t'es viré. Bon bah voilà, ok, on a mal fait notre boulot. Il est trop gentil Clément. Il est adorable Clément, non viens Clément. Il est là toute la semaine hein, pour s'occuper du pit stop. Voilà, il y a plein de gens qui sont embauchés. Il fait partie de ces jeunes qui ont le smile et qui bossent tous les jours sur les 24. Ouais. Et on les félicite. 64 heures sur les fan zones, hein, 64 heures. Donc voilà, donc on les félicite, c'est formidable. T'es content d'être là, c'est la première fois ou pas? Non pas du tout, je suis déjà venu 2 ans. Et pourquoi? Parce que je fais partie d'une association, Team Legalapia. On vient au Mans depuis maintenant début des années 2000. Et en fait, on construit des voitures. Déjà, nos 17 ans qui construisent des voitures de course. Après, on les conduit sur circuit. Donc là, vendredi, on va conduire sur le circuit les 24 heures. Il est pas peu fier, Clément. C'est trop chou. Content. C'est génial, bravo. C'est génial. Ouais. Bon ben voilà, mais on vous a vendu du rêve, j'espère. Franchement, venez tester. Je suis sûr que vous ferez moins de 19 secondes, ça c'est sûr. C'est sûr, mais au moins vous allez rigoler. Sauf si vous le faites avec Amanda. Exactement, mais j'assume. 19 secondes assurées, voire plus. Non, je plaisante. C'est un bonheur. Ah, ils sont bien nuls quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il nous faut beaucoup rire et ça, c'est sympathique.
La séance d'essai, la première partie du moins, vient de se terminer. Et en direct du village, on va retrouver notre ami Bruno Palmé avant de revenir en plateau, parler du Grand Prix ACF ou plus précisément du comité de sauvegarde. Bruno Palmé qui va nous donner les résultats. Il semblerait que ce soit plutôt pas mal pour un des Sartois. Ouais, bonsoir Pascal, bonsoir à tous. On est en direct du circuit des 24 heures du Mans où il y a beaucoup de monde d'ailleurs ce soir pour assister à cette première séance d'essai puisque la deuxième aura lieu demain soir et demain en fin d'après-midi d'ailleurs. Et ce soir, on doit dire que c'est une grosse surprise en termes de hiérarchie puisqu'on attendait Toyota, voire Ferrari, le tenant du titre, et surtout Porsche, dans la mesure où il y a 6 Porsche en lice cette année. Et au final, c'est BMW qui réalise le meilleur chrono de la soirée, avec un temps de 3 minutes 24 secondes 642 pour la BMW. Juste devant, là aussi c'est une autre surprise, la Cadillac du Manceau Sébastien Bourdet, qui réalise le chrono de 3,24 642, donc 3,24 465 pour la première. Foucault de la Ferrari réalise un temps de 3,24 731. Vous l'aurez compris, tous ces chronos sont dans un mouchoir de poche. C'est une première option en vue de l'Hyperpole qui se déroulera demain, puisqu'il faut le dire, le classement ce soir, on prend les 8 premiers de la catégorie Hypercar, une catégorie dans laquelle il y a 29 voitures. Donc les 8 premières voitures sont qualifiées pour l'Hyperpole qui se déroulera demain soir et qui sera déterminante dans le cadre de la grille de départ. Et voilà, on doit dire que c'est vraiment une petite surprise, ouais, en effet, parce qu'on attendait les Porsche, on l'a dit tout à l'heure, il y en a quand même 6, et une seule d'entre elles participera demain à l'Hyperpole, de même que Toyota, avec 2 voitures au départ, il n'y en aura qu'une demain dans le cadre de l'Hyperpole. En revanche, Cadillac, comme Ferrari, ont réussi à placer 2 voitures. Cela veut dire donc que ces voitures seront candidates à la première ligne sur la grille de départ. Et on le sait, même si cette course dure 24 heures et que tout peut arriver, néanmoins, avec 23 voitures dans la catégorie Rennes, les premières lignes sur la grille de départ demain seront déterminantes parce qu'on ne sait pas ce que sera la météo le jour de la course samedi. Donc une première option sera toujours intéressante à prendre justement en vue de la course qui débutera, on le rappelle, samedi après-midi. Donc voilà, ce soir les spectateurs ont assisté quand même à une belle soirée d'essai, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait 19 degrés de température ambiante. Il y a beaucoup de monde, on a vu du spectacle sur la piste. Alors bien évidemment, certains ont peut-être caché leur jeu, on en reparlera demain bien sûr par rapport au chrono. Néanmoins, le chrono de réalisé ce soir par la BMW de tête, donc 3,24 465, est quand même quelque chose d'excellent. On n'est pas loin de la pole réalisée l'année dernière par la Ferrari. Et cela laisse augurer demain une belle course à la pole position dans le cadre de l'Hyperpole. Voilà, à vous. Merci Bruno. Bon, le rapport avec ces jeux peut-être cachés, c'est le fait qu'il y a maintenant une balance de performance qui évolue en fonction, en quelque sorte, justement, des performances des uns et des autres, et que certains cachent leur jeu pour éviter qu'on ne leur mette des pénalités supplémentaires, du poids, des choses comme ça. Enfin bref, on vous expliquera les choses un peu plus tard si vous le voulez. Alors messieurs, vous suivez toujours ou pas, vous, les 24 heures, vous intéressez à ce qui s'est passé il y a 100 ans, mais... Depuis mon jeune enfance, je me rappelle, j'étais au bord de la route avec ma sœur à Bouloir, regarder les voitures passer. Et après, comme Sartois, bon Sartois toujours. Et chez M. Barras, on aimait l'automobile ? Ah oui, on aimait l'automobile, mais pas autant que les Manceaux. Ils sont fous, moi, j'habitais Orléans, on était... je suis allé aux 24 heures du Mans, évidemment, mais c'était pas la passion comme ici. Comme ici, voilà. C'est incroyable. C'est Obélix et puis la potion magique, c'est un peu ça. Bon, alors, des projets pour le comité de sauvegarde du Grand Prix ACF ? C'est la réalisation du flyer pour mettre en valeur toujours le Grand Prix et avec à l'intérieur le circuit, comme ça les gens, on le repère pour aller voir dans les villages les inaugurations. Et donc, à cette occasion-là, on est en recherche de partenaires pour pouvoir financer l'édition, parce que ça coûte très cher. Donc des industriels ? Des industriels, du monde automobile. Des collectivités ? Des collectivités, voilà. Ouais.
Bon, elles vous suivent un peu, les collectivités, quand même. Oui, surtout le département, le Pays de Perche-Sartois, la CO aussi. Mais... Et M. Barras, on m'a dit que vous aviez aussi quelques idées, vous. Bah, écoutez, je suis un peu gêné de dévoiler, mais enfin, ce comité avec des membres formidables mais peu nombreux, avec des moyens financiers limités, pour mettre en place tout ce que peut faire ce comité, il faut absolument qu'on ait un soutien avec des gens qui sont des spécialistes, qui aiment l'automobile, qui peuvent prendre, par exemple, le dossier archives, car nous avons des archives sur ce circuit un peu partout. Il faut les rassembler, les informatiser et les mettre à disposition du public. Hein, ça, c'est une chose qui est... Bon, bref, en 2 mots, ça veut dire que vous êtes prêt à motiver tous les jeunes, toutes les femmes, tous ceux qui ont envie de participer, qui ne participent pas aujourd'hui. Absolument. Voilà. Absolument. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On écrit où? Au comité de sauvegarde. D'accord. Bon, ben, on essaiera de vous trouver ça et de vous le donner, alors. En tout cas, merci, messieurs. On va du côté des Hunaudières avec Bruno Vandestick et Hervé Guillaumard. Les Hunaudières. Vous vous rendez compte, là, on est sur les Hunaudières. Portion magique, mythique du circuit des 24 heures du Mans. Les Hunaudières qui ont pu faire peur, trembler, frémir, rêver aussi, fantasmer, pourquoi pas. C'est vrai, Hervé Guillaumard, les 24 heures du Mans, sans les Hunaudières, ça n'aurait peut-être pas été la même histoire. Cette longue ligne droite qui a été quelque part ici la route nationale, départementale aujourd'hui, la plus rapide du monde en même temps. Oui, c'est mythique, c'est un endroit où les vitesses atteintes ont fait rêver le monde entier. Et je pense que c'est probablement l'endroit qui, à l'heure actuelle, est avec la zone des tribunes l'endroit le plus impressionnant. Alors les Hunaudières, c'est vrai que c'est plein de choses. Dans un précédent volet, depuis l'épingle de Pontlieu, on le disait, première version des Hunaudières, à peu près 7 km. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits Hervé Guillaumard, c'est un petit peu dommage, de témoignages de pilotes dans les années 20. Allez, la première édition des 24 heures du Mans se gagne à 92 km/h de vitesse moyenne, on peut peut-être aller jusqu'à 120. Est-ce que les pilotes se regardaient? Limite, est-ce qu'ils se parlaient entre eux les toutes premières années, comme ça, en étant avec leur voiture? Bon alors, t'avances! Oui, je pense que quand ils se doublaient, à mon avis, ils étaient prêts à s'échanger quelques mots. Alors, ça rappelle un des premiers dépassements en course en 1895, où quand on se doublait, on soulevait son haut de forme. Au Mans, on n'enlevait pas son casque, mais effectivement, je pense qu'ils se challengeaient un petit peu. Bon, Hervé Guillaumard, parmi les éléments qui font partie du décor, il y a le fameux restaurant. On parle encore beaucoup de restaurant Génicel. Génicel, c'était le nom de l'ancien exploitant. Oui, c'était un lieu lui aussi magique parce que c'était le QG des pilotes avant-guerre. Ouais. Et on disait qu'il se disait autant de mensonges chez Génicel que dans le reste de la planète. Ouais. Tellement les pilotes enflaient leur temps et chacun racontait son expérience. Mais on dit même qu'ils s'entraînaient à remplir les réservoirs d'essence à la terrasse. Et qu'ils déversaient des dizaines de litres d'essence par terre. Et c'est là aussi que Luigi Chinetti a un peu grisé son coéquipier en 1949. Voilà, le fameux Lord Selzon, mais ça c'est une autre histoire. Hervé Guillaumard, il y a d'autres éléments du patrimoine bâti qu'on peut trouver là en bord de piste. Alors derrière nous, là, il y a un tout petit... c'est un relais de chasse qui appartient à la propriété de la moinerie qui était dans la famille du président des 24 heures. Et ce relais de chasse, le jeudi, dans les années 30, je suppose, recevait les 2 personnages qui étaient Antoine de Saint-Exupéry, alors élève au Mans, et Jean-Marie Lelièvre, futur président des 24 heures, futur président des Mutuelles du Mans. Alors au niveau des marqueurs d'histoire, 1963, les amis, c'est la première fois où officiellement on relève une vitesse de 300 km/h avec une Maserati en course, et 1964, 310 km/h. Hervé Guillaumard, on va s'en souvenir ici. C'est en 1988 la fameuse WM Roger Dorchy qui défraie la chronique. 405 km/h, chiffre retenu, mais même supérieur dans la réalité. Oui, on parle de 412, effectivement, mais c'était quand même quelque chose d'hallucinant qui a fait peur à tout le monde. Et la conséquence, c'est ce qu'on a sous les yeux ici, c'est les ralentisseurs qui ont été nécessaires pour retomber à 350 km/h aujourd'hui. Oui, absolument, parce que c'est vrai, et on va faire quelques pas là sur ces ralentisseurs, ça aussi c'est des traces de l'histoire. Il faut se souvenir en fait que ces ralentisseurs-là ont été implantés en 1990. Et on peut le dire, Hervé Guillaumard,
Il y a eu quand même de sacrées polémiques, hein. Souvenons-nous du comité de défense des 24 heures du Mans. Certains disaient que tuer le mythe des Hunaudières, c'était peut-être compromettre l'avenir de la course. Sans vouloir faire de phrases trop longues, moi j'ai envie de dire que finalement, il ne faut pas regretter aujourd'hui. Parce que voilà, la course est peut-être plus sécurisée en passant par ces chicanes. On aurait peut-être eu des drames. Oui. Alors même si Henri Pescarolo, qui est vraiment un personnage charismatique des 24 heures, regrettait effectivement cet endroit-là où il estimait que ceux qui avaient du coffre, en fait, continuaient à rouler plein pot, quoi. Parce qu'en fait, ces chicanes-là, hein, faut bien se le dire, on les passe quand même à globalement 120, 130 km/h. Et c'est vrai que avant 1990, on se disait que les moteurs allaient peut-être casser davantage parce qu'il fallait supporter freinage, décélération, réaccélération, changement de vitesse, bref. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils encaissaient mieux ces sollicitations que de rester à pleine charge pendant au moins une bonne minute. Oui, mais il y a quelque chose qui a été aussi en corrélation avec cela, c'est l'apparition du shift au volant, qui fait que les gens n'avaient plus à changer les moteurs. Il y a donc plus de sur-régime moteur. Absolument, changer les vitesses. C'est Eric Hellary qui m'a fait découvrir ça il n'y a pas très longtemps, en fin de compte, l'année dernière. Il m'a dit, mais tu sais, Hervé, à partir du moment où c'était automatique, il n'y avait plus de sur-régime. Donc il n'y avait plus de casse-moteur. Ah là là, c'est génial. C'est le goudron, Bruno, ici. Ouais, et absolument. C'est le laboratoire national des ponts et chaussées de l'époque et la première bande blanche peinte au sol. C'est ici. C'est ici. C'est l'Hunaudière. Ça fait partie très clairement de la magie, la légende des 24 heures du Mans. Je les adore, c'est toujours passionnant de les voir, les écouter. Je vous propose Aldo Moreau. Alain Moreau raconte une photographie qu'il a prise et cette photo, elle est impressionnante. Autre série de photos, là, alors, vous savez, tout photographe des 24 heures rêve de faire une photo un peu spectaculaire, une voiture qui rentre au stand, très amochée, ça m'est arrivé d'en avoir. Hein. On a le temps parce qu'en général, on est prévenu qu'elle va rentrer, donc on se positionne au bon endroit. Mais mon rêve, c'était carrément l'incendie au stand. Et pendant 20 ans, je n'ai pas eu l'occasion de faire un incendie de stand. Alors j'avais un copain qui avait réussi ça, et je me disais, bah, il a de la chance, moi, non, j'y arriverai jamais. Et puis, en 2015, j'arrive à un moment, dans la ligne droite, il y avait un ravitaillement. Une voiture qui devait se balader en 20e ou 25e position. Hein. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de photographe. Mais je me trouvais là, je me dis, bah, je vais faire le ravitaillement. Donc je commence à faire la première photo, classique. Hein. La voiture s'arrête, les mécaniciens sont fin prêts. Et puis, bah, vous voyez sur la deuxième photo, les mécaniciens se précipitent, on met l'essence dans le réservoir, on essuie le pare-brise, enfin, tout ce qu'on fait dans un laps de temps, évidemment, le plus réduit possible. Et troisième photo, le feu se déclenche. C'est-à-dire que la voiture prend feu et le mécanicien aussi. Quatrième photo, bah, ils éteignent très vite l'incendie. Mais ce qui est formidable, c'est que le pilote, on ne lui a pas demandé de descendre de la voiture parce qu'il savait qu'ils allaient éteindre l'incendie tout de suite. Et la voiture est repartie moins de 2 minutes après l'incendie que vous avez vu. Ça m'a stupéfié. Parce que pour moi, je pensais qu'ils allaient s'arrêter, regarder. Mais non, ils ont éteint l'incendie, puis ils ont fait signe au pilote, vous pouvez repartir, pas de problème. Il est reparti. Et je dois dire, il a terminé la course. Je ne me rappelle plus en quelle position, mais il l'a terminé en assez bonne position. Dernière ligne droite pour 24 heures au cœur, mais on va se quitter avec nos invités qui sont venus nous parler de ce Grand Prix ACF 1906, dont ils ont monté le comité de sauvegarde. Messieurs, merci d'être venus nous en parler. Bien évidemment, vous serez toujours les bienvenus. En attendant, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, eh bien, vous avez ce très beau fascicule, très complet, qui raconte toute l'histoire et qu'on peut trouver dans les bons offices du tourisme. Allez, je vous laisse en compagnie d'Alpine, première période. Je vous rappelle que c'est au musée en ce moment. Un jour, une voiture, la Berlier, qui était à 1906 dans le rétro. Et puis une Nimbus, c'est une moto qu'on a découvert à Et comme moi. Tout ça, c'est des belles histoires. Un jour, une voiture, un jour, une moto.
Dans cette première période d'Alpine aux 24 heures du Mans, les années 60, peut-être que la référence ou la voiture la plus symbolique, c'est l'Alpine A210. C'est une voiture qui a couru entre 66 et 69. La voiture qui est présentée ici est authentique. C'est un châssis qui a fait 3 fois les 24 heures du Mans en 1967, 68 et 69. Et son histoire de 69, elle est très belle. Pour cette occasion, Jean Rédélé décide de confier le volant à un équipage de skieurs. Il y a tout d'abord Bob Volek, qui a commencé d'abord une carrière de skieur en équipe de France avant de devenir le champion automobile, en particulier maudit des 24 heures du Mans qu'il n'arrivera jamais à gagner malgré un talent colossal. Et puis son coéquipier, c'est Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, en 1969, passe derrière le volant. C'est un champion olympique. Il a gagné à Grenoble. Il a rapporté la médaille d'or à la France. Donc c'était intéressant d'avoir dans cette exposition un clin d'œil en année olympique avec Jean-Claude Killy, pilote des 24 heures du Mans. Christophe Feugère nous vient de Mulhouse, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous présentez une belle automobile qui date du début du siècle dernier, précisément. Alors elle date de 1908, c'est une auto de course qui a fait les courses italiennes, Targa Bologna et Targa Florio. Donc elle est née un peu après le Grand Prix ACF. Absolument, et ce n'est pas une auto-usine. C'est une auto qui est en fait montée sur un châssis grand sport de Berlier. Et elle a été carrossée en auto de course pour faire des courses. Mais Marius Berlier ne souhaitait pas faire des auto-usines de course parce que, étant très croyant, il ne voulait pas que son nom soit entaché par les morts qui avaient lieu lors des courses. Ah, dites donc. Étonnant. Alors racontez-moi les caractéristiques techniques de la voiture. Alors la voiture, c'est un 4 cylindres bibloc double allumage de 6,5 litres de cylindrée. 6,5 litres. Tout à fait. Ça fait environ 80 chevaux et c'est une auto qui était appelée la BD 40 chevaux puisque c'était 40 chevaux fiscaux en fait. Mais ça fait à peu près 80 chevaux réels. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à ses congénères donc de l'époque? Déjà, c'est une auto qui roule très très vite. Sur la 4e, on atteint des vitesses de l'ordre de 150-160 km/h. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, la plupart des véhicules de route standard roulaient plutôt vers 40. Donc on est vraiment en présence d'une auto type Formule 1, mais du début du siècle. Comment elle a pu traverser les années? Elle paraît toute jeune. Là, hein. Alors en fait, cette auto a été complètement restaurée en mécanique et aussi en carrosserie. Et donc en fait, il y a 5 ans de travail sur la voiture pour qu'elle puisse fonctionner à merveille comme maintenant. Et elle a été restaurée il y a combien de temps? 5 ans. D'accord. Et alors, vous en êtes le propriétaire? Oui, absolument. Vous avez d'autres voitures, j'imagine? Oui, quelques-unes. C'est un peu la particularité des propriétaires, ils ne peuvent pas se contenter d'en avoir une. Hein. C'est un peu compliqué, effectivement. Et puis, nous, on n'a que des autos d'avant-guerre. Et en fait, chaque auto a ses spécificités particulières qui nous permettent de faire différentes choses. Alors justement, en termes d'entretien, de mécanique, etc., ça doit être un peu complexe de tout maîtriser. Alors, oui et non. Les choses très importantes, refaire le moteur, ce genre de choses, on fait faire par des professionnels. Et sinon, moi je suis mécanicien, donc en fait je fais la plupart des choses moi-même. Et il est compliqué d'utiliser une auto comme celle-là si on n'a pas des grosses notions de mécanique. Vous l'avez amené de quelle manière de Mulhouse ici? Avec un plateau fermé. Ah bon, c'est mieux. Tout à fait. Fermé. En revanche, nous avons déjà fait des grands rallyes de 300-400 km sur plusieurs jours. On roule de temps en temps avec des copains anglais qui ont des autos de ce type, avec des transmissions à chaîne comme ça, et il nous arrive de faire 300 ou 400 km, voire même 200 km dans la journée. Ça consomme quel type d'essence? Alors c'est de l'essence du samplon 98 standard, qu'on additive avec de l'essence 2 temps à 0,5%. Le seul petit bémol, c'est que la consommation est assez importante. De l'ordre? 50. Non. Si. Ah oui, quand même. Le réservoir fait 150 litres, c'était prévu pour faire en gros 250 km avant le ravitaillement, donc ouais, ce sont des autos. Alors après, ce sont des autos qu'on utilise très peu, hein. On fait 1000 km par an avec la voiture, donc les consommations sont pas... Voilà. Alors deux mots sur les détails, et je demande à Betty de filmer. Là, la manivelle, elle est attachée avec un truc en cuir. C'est la vraie manivelle, c'est avec ça que vous la démarrez tout à l'heure? Absolument, ouais. On peut la démarrer à la manivelle. On peut. Alors en fait, d'origine, il n'y avait que cette manivelle. En revanche, pour la sécurité, j'ai monté un démarreur. Parce qu'en fait, si on cale à un feu rouge ou ce genre de choses, comme nous on roule sur la route, on a fait quelques petites entorses, mais qui sont réversibles.
La boîte sur le côté, pareil. À quoi sert-elle la boîte en bois? C'est pour mettre des outils. À l'époque, ils avaient des boîtes comme ça pour mettre des outils. Oui, il se trouve que celle-là, il y a un extincteur. Non, elle est réelle, hein, comme à l'époque, mais dans celle-là, il y a un extincteur et dans la boîte de l'autre côté, il y a des outils. Comme ils faisaient à l'époque, en fait. Hein. Bon. Sinon, si on regarde un peu à l'intérieur du poste de pilotage, vous avez 2 interrupteurs, là. C'est d'origine, ça? Alors oui, absolument. C'est pour couper la magnéto, pour éteindre la voiture. Et la petite clé, c'est pareil. C'est pour fermer le circuit. Les pompes, c'est pour pomper, pour mettre de la pression dans le réservoir, puisqu'en fait, le réservoir n'est pas en charge. Donc c'est la pression au-dessus de l'essence qui pousse l'essence dans les carburateurs. Donc pendant qu'on roule, de temps en temps, il faut pomper. Alors c'est drôle parce que quand on regarde évidemment les compteurs, enfin les tachymètres, etc., on voit que ce sont des horloges, non? Alors il y a effectivement au moins une horloge. Oui, tout à fait. C'est une LIP d'époque de 1905, hein, avec l'inscription Berlier à l'intérieur, puisque LIP avait un accord avec Berlier pour faire de la pendule dans leur voiture de luxe. Et puis le reste, il y a des pressions d'essence, pression d'huile, et puis il y a un régulateur automobile ici qu'on peut défaire. On avait l'impression que c'était une horloge justement. Oui. Voilà, c'est un régulateur automobile qui était utilisé. Montrez-le à la caméra. Qui était utilisé par le mécanicien, il fonctionne, il est à l'heure, hein, qui était utilisé par le mécanicien pour compter les heures, les tours et tout ça. Voilà. Incroyable. Il s'en saisissait, il le remettait en place sur le tableau de bord ensuite. Alors j'imagine que vous avez vu les détails avec les images que vous a fait Betty, le marchepied signé Berlier, à l'intérieur également Berlier et Lyon. Alors on rappelle que Berlier c'était une grande marque de camions ensuite. Hein. Alors ils ont fait dans un premier temps des voitures, puis effectivement des camions et ils ont terminé leur carrière avec des camions seulement. Les plus jeunes ne connaissent pas évidemment. Vous avez des pneus, alors ce sont des pneus de chez... C'est des pneus Excelsior, c'est anglais. Anglais, qui sont fabriqués encore aujourd'hui? Oui, absolument. Et justement, d'habitude, c'est équipé de Michelin, ces voitures. Mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus... Michelin ne fabrique plus ce type de pneus. Il n'y a que les Anglais qui continuent à fabriquer ce type de pneus. Bon, vous avez un bel outil là, c'est absolument magnifique. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Il y a un Saint-Christophe. Vous voyez, au milieu. On l'a aperçu au milieu. Voilà, et alors ça, c'est parce qu'à l'époque, il fallait que quelqu'un protège la voiture et ils avaient pensé que Saint-Christophe, c'était une bonne idée. Pourquoi pas. Merci Christophe d'ailleurs. Mais je vous en prie, avec plaisir. C'est Nimbus, une marque danoise. En fait, l'histoire de cette marque-là, c'est que M. Nilfisk, les aspirateurs, cherchait dans les fins des années 10 une moto. Il avait acheté plusieurs modèles et rien ne lui convenait. Donc il a décidé de fabriquer carrément sa propre moto. Monsieur Nimbus, enfin non, monsieur ne s'appelle pas Nimbus, monsieur Nilfisk, il est danois. Donc c'est la seule marque de moto danoise qui existe. Et alors en 1919, il a produit un premier modèle antérieur à celui-ci, car celle-ci, elle est née le 28 août 1939. Voilà. Dans sa couleur d'origine, enfin la teinte est d'origine, la moto a été complètement restaurée au Danemark, achetée par un copain qui s'en est défait il y a environ 6 ans. J'en ai profité pour l'acheter pour ma femme, parce que dans notre club, le Royal Vétéran Motoclub belge de Liège, en Belgique, nous faisons tous les 2 ans des grands voyages, c'est-à-dire environ 3300 km en 9 jours, Liège, Nice-Liège, Liège-Bratislava, Liège. Et mon épouse avait assisté à un, elle m'avait dit, ça me chouette, c'est bien. Je lui ai dit, j'ai pas de moto pour toi, je vais t'en acheter une. Une moto facile à mettre en marche, etc. C'est pour ça que j'ai acheté cette moto-là, 4 cylindres, c'est très facile à remettre en marche. Il n'y a pas de maintenance, pratiquement, vérifie le niveau d'huile. Il n'y a pas de chaîne à graisser, il n'y a pas... Voilà, c'est tout simple, c'est une bagnole, quoi. Le centre de gravité est tellement bas, la moto pèse, sans les accessoires, 185 kg. C'est marqué sur le tableau de bord. C'est un 750 cm3, 4 cylindres. C'est facile à remettre. Par exemple, c'est tellement facile à conduire que quand vous arrivez sur vos ronds-points, vous restez en 3e et vous faites le tour du rond-point pour réaccélérer et c'est reparti, tranquille. Voilà. L'inconvénient de cette boîte, c'est que quand vous êtes dans les cols de montagne dans les Alpes, le Stelvio, le Fourcapas, tous ces machins-là, il y aurait une vitesse de plus, ce serait quand même plus confortable. Donc on doit faire gueuler le moteur en 2e vitesse. C'est pas très agréable, mais ça fonctionne, c'est increvable. Ça peut faire sans problème 100 000 km. Si la maintenance est bien faite à temps et à heure, qu'on est soigneux,
c'est vraiment pas un problème. Bon, maintenant, c'est vrai que ça s'use. À cette époque-là, les métaux n'étaient pas les mêmes que maintenant. Donc, peut-être qu'il faut déposer le moteur et refaire une révision complète, c'est-à-dire démonter tout, éliminer les jeux, peut-être mettre de nouveaux segments, des choses pareilles, quoi. Ouais. Mais c'est increvable. C'est comme une grosse voiture américaine. C'est increvable. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci d'avoir suivi ce nouveau 24 heures au cœur. Demain, jeudi, on se retrouve avec également un direct, mais cette fois-ci, il sera plutôt vers un peu après 19h avec Bruno Palmé en direct des essais. Et puis encore une douzaine ou une quinzaine de reportages à vous proposer. N'oubliez pas non plus la parade en direct sur LMTV. C'est vendredi et c'est à 16h. Bonne soirée à vous.